autour de la graine va, dans toute une série de cas, se construire un fruit. Au centre du fruit, on va retrouver ici notre graine, hein, donc de nouveau notre embryon, ici notre endosperme et les téguments. On est dans ce cas-ci plutôt dans un schéma ici de graines albuminées, vu qu'on voit que c'est l'endosperme qui est important. Autour de cette graine, de nouveau rappelez-vous, cette graine était produite dans un ovaire, c'est en fait l'ovaire qui va former le fruit. L'ovaire va former ce qu'on appelle le péricarpe et va contenir des réserves. Le péricarpe, on va le diviser en plusieurs types de couches histologiques. On va avoir le plus à l'intérieur l'endocarpe, qui peut être ou pas lignifié, hein, donc on peut avoir un noyau. Quand on a un noyau, c'est ce qu'on va appeler une drupe, un fruit charnu, donc qui va avoir un péricarpe charnu, et qui va avoir ici un endocarpe, donc la partie la plus interne lignifiée, c'est ce qu'on appelle une drupe. C'est le cas par exemple pour une pêche. Si l'endocarpe n'est pas lignifié, donc on a de nouveau ici un fruit charnu avec une ou plusieurs graines ici à l'intérieur, mais qui ne sont pas lignifiées, on va avoir ce qu'on appelle une baie. C'est le cas par exemple pour une tomate. Donc ici, l'endocarpe, la couche la plus interne. Ensuite, le mésocarpe qui va être en fait vraiment la chair de notre fruit. C'est essentiellement ça qu'on va manger dans un fruit. Et l'exocarpe ici qui va être le tégument. Et donc ici, on a la graine qui est formée, graine qui peut avoir ou pas des substances de réserve importantes, l'embryon à l'intérieur de la graine et autour l'ovaire qui va se développer en un fruit qui peut être charnu. Et dans ce cas-ci, on va parler de péricarpe. Alors ici, si on regarde l'anatomie d'un fruit, en particulier d'une tomate, on reviendra dans les capsules suivantes sur les organes modifiés, plus en détail sur différents types de fruits. Mais ici, juste un exemple. Donc on voit bien ici, on a notre structure ici de fleurs. Donc on a les pédoncules, des sépales, les pétales. On a ici les anthères. Et donc on voit ici l'ovaire ici qui devient charnu et donc qui va être le fruit qu'on va consommer. Comme j'ai dit, dans le cas d'une tomate, on est dans le cas d'une baie qui contient ici plusieurs graines à l'intérieur. Alors les fruits, à quoi ça sert de la perspective de la plante? Eh bien ça sert à disséminer les graines. Donc on a vu qu'on peut disséminer du pollen, donc on dissémine les gamètes, mais une fois qu'on a l'embryon qui est formé, on peut également disséminer des graines. On peut les disséminer par le vent, donc par exemple ici on a les fruits d'un érable, ici on a du fruit de pissenlit, un akène de pissenlit. On peut avoir des fruits flottants comme les noix de coco, donc qui vont être disséminés par l'eau, ou on a des fruits qui peuvent être disséminés par les animaux, donc qui vont être consommés par les animaux, qui vont passer dans le tube digestif, qui vont résister, les graines vont résister au suc gastrique parce qu'elles ont de nouveau une enveloppe qui est très résistante, et donc qui vont être disséminées plus loin via les fesses alors des animaux. Et donc ça offre un avantage évolutif important parce que ça permet de disperser vraiment les individus plus que la pollinisation, vu que la pollinisation c'est pour se faire rencontrer deux individus qui sont déjà à deux endroits différents, et si les graines permettent de recréer des individus à d'autres endroits d'autant plus loin. Alors donc, dispersion par le vent, ici le cas du fruit du pissenlit. Dispersion par l'eau, la noix de coco qui peut flotter sur des dizaines, des centaines de kilomètres sur les courants marins avant de germer. Ou le cas, de nouveau, de la dispersion par les animaux, que ce soit des oiseaux qui vont consommer les baies, que ce soit des mammifères, et toute une série d'animaux alors qui peuvent consommer les fruits et les disperser. Et il y a des études qui ont montré que ces dispersions peuvent être extrêmement loin. Donc par exemple, pour avoir des insectes, il peut y avoir des dispersions de l'ordre du mètre, mais certains mammifères, par exemple les éléphants africains, peuvent disperser les graines sur plus de 65 km. Les animaux migrateurs, encore plus sur des centaines de kilomètres alors. Et donc c'est vraiment extrêmement important, les fruits de la perspective de la plante pour la dispersion des graines et la colonisation de nouveaux milieux. Alors les graines, elles rentrent dans un stade qu'on va appeler un stade de dormance. Un stade de dormance, c'est un stade qui les empêche en fait de germer, parce qu'on ne veut pas que la graine germe
directement, parce que sinon elle ne va pas être dispersée dans son environnement. Ce qui est important, c'est de rentrer dans un processus de dormance, un processus d'attente, pour qu'elle soit dispersée et qu'elle se trouve dans des conditions qui lui sont alors favorables. Imaginons aussi des graines qui sont produites à la fin de l'été. Si elles germent directement, ça veut dire qu'elles vont arriver directement dans les conditions hivernales, et donc qui ne sont potentiellement pas bonnes pour sa survie. La graine va attendre, rentrer en dormance jusqu'à ce que les conditions soient bonnes. Cette dormance est rendue possible grâce à donc, des téguments qui sont imperméables et qui vont empêcher vraiment la graine, l'embryon de grandir, et aussi toute une série d'inhibiteurs chimiques qui vont l'empêcher de grandir.